En 60 minutes, un pays a frôlé la chute, sans bruit net, une liste de morts visait la résidence, 2 scénarios, et une chaîne d'alerte a commencé à 22h52 avant que les phares s'éteignent près du périmètre présidentiel soudain. À l'intérieur, Ibrahim Traoré préparait un entretien, ignorant qu'un sac d'explosifs et une intrusion cherchaient à décapiter 19 cibles et la hiérarchie militaire d'un seul coup. Ce qui a tenu, ce n'est pas la force, mais la vigilance de quelques hommes ordinaires, une minute gagnée, une hésitation imposée, puis la menace écartée à 23h02, laissant une question ouverte à chacun encore. Ce récit ne promet pas seulement de revenir sur une nuit de janvier, mais d'expliquer pourquoi cet épisode engage l'avenir institutionnel du Burkina Faso. L'enjeu dépasse la survie physique d'un dirigeant, car l'échec ou la réussite du complot aurait redessiné la chaîne de commandement, la confiance civilo-militaire et la perception régionale du pouvoir. Comprendre ce qui s'est joué permet au lecteur de distinguer un attentat isolé d'un test systémique où finances occultes, loyauté interne et timing précis s'entrecroisent. En suivant pas à pas les faits établis, le texte montre comment Ibrahim Traoré est devenu, malgré lui, un point de convergence entre stabilité et fracture potentielle. Ce parcours éclaire aussi ce qui était réellement en jeu pour les citoyens, les forces armées et les partenaires voisins. À la fin, l'objectif est simple, offrir des repères clairs pour évaluer les risques à venir, sans exaltation ni dénigrement, mais avec une lecture lucide des mécanismes qui maintiennent ou font vaciller un État sous pression. En moins d'une heure, plus de 100 millions de francs CFA ont failli transformer la loyauté en marchandise, et 19 cibles militaires figuraient sur une liste conçue pour paralyser l'État. Ces 2 chiffres suffisent à comprendre que la nuit du 3 janvier n'était pas un geste isolé, mais une opération structurée visant à décapiter la chaîne de commandement autour d'Ibrahim Traoré. Un détail révélateur apparaît. L'argent circulait déjà, les contacts étaient établis et le calendrier était verrouillé sur une fenêtre de 60 minutes. Le contexte éclaire la mécanique. Depuis des mois, des réseaux dormants entretenaient l'idée qu'une offre suffisamment élevée finirait par fissurer les fidélités. Les enquêteurs décrivent des approches graduelles, des promesses chuchotées, puis des montants précis entre 3 et 15 millions de francs CFA par nom, selon la valeur stratégique attribuée à chaque victime potentielle. Cette rationalisation du prix du sang visait moins la violence immédiate que l'effondrement ordonné de l'appareil sécuritaire. Pourtant, la séquence s'est inversée. Des officiers actifs, approchés puis méfiants, ont choisi d'alerter. Chaque signal, pris isolément, semblait mineur. Mis bout à bout, ils ont déclenché une réaction en chaîne. C'est dans cet intervalle réduit, avant minuit, que le destin institutionnel du pays a basculé. L'argent n'a pas cessé de circuler, mais l'information, elle, a circulé plus vite. Ce renversement éclaire le rôle central d'Ibrahim Traoré dans la lecture des faits, non comme héros solitaire, mais comme point nodal d'un système testé par la corruption et sauvé par la vigilance. Le contexte montre aussi une rupture générationnelle. Des acteurs du passé misaient sur l'usure quand une génération en poste a opposé une autre idée de l'engagement. La question ouverte au début trouve ici un premier début de réponse. L'histoire bascule souvent par des figures discrètes plutôt que par des ordres spectaculaires. Cette nuit-là, le premier déclencheur n'est ni un général ni un ministre, mais un sous-officier récemment intégré à la garde présidentielle. Rien ne le prédestinait à jouer un rôle clé. Il observe pourtant des mouvements inhabituels autour de la caserne, une anomalie dans une routine tendue mais codifiée. Son geste est simple, signaler, sans certitude, sans emphase. Ce signal remonte à un supérieur de confiance. Là encore, aucune alarme publique, seulement une prudence méthodique. En moins d'une demi-heure, d'autres fragments s'ajoutent. Un capitaine de surveillance admet avoir été approché par un ancien camarade avec une promesse financière trop précise pour être innocente. Il choisit lui aussi de prévenir. Ces décisions individuelles, prises sans coordination apparente, produisent un effet cumulatif décisif. L'impact est immédiat. La cellule de sécurité renforce la vigilance, isole des zones sensibles et recoupe les informations. Rien n'est encore visible de l'extérieur, mais le complot perd son avantage principal, la surprise. Cette phase
précoce montre que la survie institutionnelle n'a pas tenu à un centre unique de commandement, mais à une série de choix personnels alignés par le hasard et la discipline. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan, non comme moteur direct, mais comme point de référence symbolique. Ce qui se joue n'est pas la protection d'un homme, mais celle d'un lien de confiance entre dirigeant et exécutant. Ce que cela implique est clair, un État peut vaciller rapidement, mais il peut aussi se stabiliser par l'addition de vigilance ordinaire. Avant cette nuit, le complot existait surtout sur le papier et dans des échanges discrets. À partir de 22h52, tout s'accélère. Un message codé circule, bref, sans ambiguïté. Les téléphones vibrent presque en même temps, les acteurs savent que la fenêtre est ouverte et qu'elle ne durera qu'une heure. C'est la phase d'activation. Un véhicule non identifié se rapproche de la résidence présidentielle. Les phares s'éteignent, le silence devient un outil. À l'intérieur du périmètre, la vigilance est déjà renforcée. Les signaux précédents ont modifié les réflexes. Des agents isolent les accès, croisent les identités, observent les trajectoires. Ibrahim Traoré termine un échange stratégique sans savoir que l'opération prévue vise autant sa disparition que celle de plusieurs hauts responsables militaires. Le cœur du pouvoir est ciblé comme un ensemble, non comme un individu. Le basculement vers le point culminant se fait en quelques secondes. Un garde repère un mouvement anormal. Un autre s'approche d'un mur et distingue un objet suspect. L'alerte formelle est déclenchée. Communication cryptée, appel aux forces spécialisées, verrouillage des entrées. À l'extérieur, les assaillants hésitent, leur synchronisation se fissure. L'effet de surprise est perdu. Deux silhouettes se replient dans l'ombre, tandis qu'une voiture démarre brutalement, abandonnant un sac contenant des explosifs artisanaux. Simultanément, une tentative d'intrusion est signalée près d'une caserne adjacente. La réponse est rapide. Les équipes convergent, les zones sont bouclées, les suspects maîtrisés sans échange de tirs. La tension est maximale, mais contenue. À 23h02, la menace directe est neutralisée. Les premières déclarations tombent sous pression. Un ex-officier évoque des consignes reçues depuis un numéro togolais et détaille les promesses financières. La phase de résonance commence alors. Les enquêteurs découvrent une liste structurée, un organigramme précis et un calendrier qui ne laissait aucune marge. L'information est contrôlée pour éviter la panique. À l'aube, Ibrahim Traoré salue les membres de la garde. Les gestes sont sobres, les regards lourds. Chacun comprend que le pays a frôlé une rupture nette. Dans les heures suivantes, la portée de l'événement se précise. Ce n'était pas une explosion manquée, mais un effondrement évité. La séquence révèle un enseignement central. La rapidité de réaction compte autant que la loyauté. Le choc n'est pas seulement sécuritaire, il est symbolique. La nuit du 3 janvier marque un avant et un après, non par le sang versé, mais par la démonstration qu'un système peut résister lorsque chaque maillon tient, même sous pression extrême. Un premier repère chiffré s'impose. Plus de 100 millions de francs CFA avaient déjà été injectés dans l'opération avant même son déclenchement. Pour l'économie burkinabé, ce montant traduit une capacité de nuisance durable. Ce n'est pas une somme jetée au hasard, mais un capital destiné à financer la patience, les silences et la coordination sur plusieurs mois. La nuance est décisive. D'une corruption supposée, on bascule vers une corruption planifiée, traçable, documentée. Autre donnée déterminante, la cible était structurée. 19 militaires figuraient sur la liste noire, tous situés dans le cercle rapproché du pouvoir. Leur élimination simultanée aurait créé un vide immédiat dans la chaîne de commandement. Ce soir-là, la hiérarchie, en apparence solide, se révélait vulnérable à une attaque chirurgicale conçue pour désorganiser plutôt que pour occuper. Enfin, les aveux révèlent la granularité du dispositif. Des paiements annoncés entre 3 et 15 millions de francs, CFA par personne, selon le poids stratégique attribué. Chaque montant correspondait à une fonction, à un accès, à une capacité de nuisance. Ces chiffres, autrefois abstraits, dessinent une grille de valeurs où la trahison est tarifée, négociée, presque normalisée.
En les réunissant, ces données quantitatives transforment la lecture politique. Elles montrent une opération fondée non sur l'improvisation, mais sur une modélisation froide du risque et du rendement. L'argent devait remplacer l'idéologie et accélérer les décisions. Pourtant, l'effet attendu s'est inversé. L'ampleur des montants a éveillé la méfiance plutôt que l'adhésion, déclenchant des alertes précoces. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas seulement une cible symbolique, mais un point de convergence des calculs adverses. Sa disparition devait produire un choc systémique mesurable, immédiat, presque mécanique. Le paradoxe est net. Plus les ressources engagées étaient importantes, plus la trace laissée devenait visible, facilitant la réaction des services. Ainsi, la preuve chiffrée ne sert pas seulement à quantifier un complot avorté, elle aide aussi à comprendre pourquoi il a échoué. Lorsqu'elle atteint une certaine échelle, la corruption cesse d'être discrète. Elle devient un signal. Et cette nuit de janvier, ce signal a été perçu à temps. Les sceptiques avancent deux arguments principaux pour relativiser la portée de cette nuit. D'abord, ils soutiennent que toute loyauté a un prix et que, face à des montants aussi élevés, la trahison devient inévitable à moyen terme. Selon cette lecture, l'échec du complot relèverait davantage d'un mauvais timing que d'une résistance morale durable. Ensuite, ils affirment que l'armée burkinabé reste traversée par des fractures héritées du passé et qu'un épisode isolé ne suffit pas à prouver une cohésion réelle. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux car ils s'appuient sur des précédents régionaux. Dans plusieurs contextes similaires, des réseaux ont échoué une première fois avant de réussir plus tard, lorsque la vigilance s'émousse. La fatigue sociale, la pression économique et la répétition des crises peuvent à terme user les engagements individuels. Cependant, les données issues de l'enquête de janvier introduisent une nuance décisive. Les principaux relais identifiés appartenaient majoritairement à des cercles périphériques ou retraités, éloignés du fonctionnement quotidien des unités actives. A l'inverse, les refus documentés émanent de militaires en poste, directement exposés aux risques sécuritaires actuels. Cette dissymétrie affaiblit l'idée d'une corruption inéluctable et homogène. De plus, la rapidité de la chaîne d'alerte contredit l'hypothèse d'un simple hasard. Plusieurs signaux indépendants ont convergé en moins d'une heure, ce qui suppose une culture minimale de responsabilité partagée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un facteur émotionnel que comme un repère opérationnel autour duquel se structure la confiance. La réponse aux sceptiques n'est donc pas un déni des fragilités existantes, mais une mise en perspective. Oui, le système reste exposé, mais les faits montrent que, dans des conditions extrêmes, il a produit une réaction coordonnée et efficace. C'est cette capacité, plus que l'épisode lui-même, qui mérite d'être évaluée dans la durée. Et surtout, cette nuit-là, la loyauté n'a pas cédé. C'est là que le récit bascule. Ce point marque le véritable basculement du récit. Jusqu'ici, l'échec du complot pouvait encore s'expliquer par une succession de circonstances favorables. À ce stade, une autre lecture s'impose. L'argent a circulé, la peur aussi, mais le mécanisme attendu ne s'est pas enclenché. Ce n'est pas l'absence de tentation qui a fait la différence. C'est le refus conscient de la transformer en acte. Cette révélation change la compréhension de la séquence. Les comploteurs misaient sur une équation simple. Pression financière plus ressentiment accumulé égale trahison rapide. Or, l'enquête montre que cette équation ne tenait plus face à une génération de militaires socialisés dans un contexte de menace permanente. Pour eux, la fidélité n'est pas abstraite. Elle est liée à la survie collective, à la cohérence du groupe et à la crédibilité de la mission. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré devient un facteur indirect mais structurant. Non par un culte de la personnalité, mais par une proximité opérationnelle souvent mentionnée dans les témoignages. Partager les contraintes, refuser les privilèges visibles, rester exposé aux mêmes risques a produit un effet cumulatif. Au milieu du récit, une autre évidence s'impose. La corruption a échoué parce que le lien humain, cette fois, était plus fort que le calcul financier. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. L'échec du complot a évité une rupture brutale de la chaîne de commandement et une crise de légitimité immédiate. Les arrestations rapides, les perquisitions ciblées et la communication maîtrisée ont donné l'image d'un appareil encore capable de répondre sous pression.
À court terme, cette séquence renforce la crédibilité du pouvoir en place et réduit l'espace des manœuvres clandestines, même si elle expose aussi des failles qu'il faudra corriger. Du côté des forces armées, l'impact est plus profond. L'épisode agit comme un révélateur interne. Les refus documentés de sommes dépassant parfois 10 millions de francs CFA, alors que les soldes mensuels restent modestes, deviennent des références morales. Cette dynamique renforce la cohésion entre unités actives et consolide un sentiment d'appartenance autour d'une mission partagée. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère de continuité plutôt que comme un simple bénéficiaire de la loyauté. Pour les citoyens, la conséquence est ambivalente. La peur initiale, alimentée par la rumeur d'un attentat manqué, a cédé la place à une mobilisation prudente. Des comités de vigilance se sont formés, des appels à l'apaisement ont circulé et la demande de transparence s'est intensifiée. La population ne célèbre pas une victoire spectaculaire, mais perçoit avoir évité un effondrement silencieux. Cette conscience aiguë de la fragilité nourrit à la fois l'espoir et l'exigence. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc dépasse les frontières. Les capitales voisines observent la gestion de crise comme un test de résilience pour l'ensemble du Sahel. Les échanges de renseignements s'intensifient et la question des complicités transfrontalières s'invite dans les discussions diplomatiques. L'épisode souligne que la stabilité d'un pays reste liée à celle de ses voisins. Ces 4 registres convergent vers un même constat. La nuit de janvier n'a pas seulement sauvé un homme, elle a redéfini des équilibres, mis en lumière des lignes de force et rappelé que la stabilité repose sur des choix collectifs répétés. La conséquence la plus durable pourrait être là, une vigilance accrue, partagée, mais encore fragile. 3 trajectoires plausibles se dessinent dans les mois qui suivent l'échec du complot, sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Le scénario de base repose sur la continuité prudente. Les audits financiers se poursuivent, les procédures judiciaires avancent à un rythme maîtrisé et la coopération régionale reste fonctionnelle sans percée spectaculaire. Dans cette configuration, la stabilité est maintenue par l'accumulation de petits gains, vigilance accrue, communication régulière et confiance conditionnelle envers les institutions. Le scénario optimiste suppose un alignement plus favorable. Les demandes de coopération transfrontalière aboutissent, les responsabilités sont clairement établies et les circuits financiers occultes sont durablement démantelés. Cette clarification renforce la légitimité interne et améliore la perception extérieure du processus en cours. Ibrahim Traoré bénéficie alors d'un capital politique consolidé, non par exaltation, mais par la démonstration d'une capacité à transformer une crise en levier de réforme. La dynamique régionale s'en trouve renforcée, car l'exemple devient transférable. A l'inverse, le scénario le plus sombre repose sur une recomposition silencieuse des réseaux dissidents. Les échecs initiaux servent de leçon, la prudence remplace la précipitation et les soutiens extérieurs se réorganisent. Dans ce cas, la tension persiste à bas bruit. Le moindre incident sécuritaire ou social peut être instrumentalisé pour raviver la défiance et fragiliser l'économie déjà sous contrainte. La stabilité apparente masque alors une vulnérabilité latente. Entre ces 3 voies, une recommandation de fond s'impose. Ne pas confondre absence de crise visible et résilience acquise. La période qui s'ouvre exige une lecture lucide, fondée sur les faits, et une capacité à ajuster les réponses sans céder ni à l'euphorie ni au fatalisme. C'est dans cette zone intermédiaire que se jouera l'issue réelle des prochains mois. Au-delà des cercles institutionnels, la nuit de janvier a produit un effet diffus mais tangible dans la société. Les premiers jours ont été marqués par une stupeur silencieuse, puis par un besoin de réassurance collective. Dans les quartiers de la capitale, comme dans certaines zones rurales, des groupes informels se sont organisés pour veiller, échanger des informations et calmer les rumeurs. Cette mobilisation reste prudente, sans exaltation, mais elle traduit une volonté de ne pas subir passivement les événements. Chez les jeunes, l'épisode agit comme un rappel brutal de la fragilité de l'ordre public. Étudiants et réseaux associatifs débattent davantage de souveraineté,
de responsabilité civique et de désinformation. Les discussions ne portent pas seulement sur la figure du pouvoir, mais sur la place de chacun dans la prévention des crises. Cette dynamique révèle une attente accrue de transparence et de pédagogie de la part des autorités. Les familles et les acteurs économiques expriment une autre inquiétude. La peur d'un retour à l'instabilité pèse sur les décisions quotidiennes, des déplacements aux investissements modestes. En même temps, l'échec du complot est perçu comme un signal rassurant. Le pire a été évité. Ce double sentiment, entre soulagement et vigilance, structure le climat social des semaines suivantes. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole lointain que comme un point de discussion récurrent. Son rôle est évalué, commenté, parfois critiqué, mais rarement ignoré. L'impact principal sur le public est là. Une prise de conscience partagée que la stabilité ne dépend pas uniquement des institutions, mais aussi de comportements ordinaires, répétés et attentifs. Cette responsabilisation diffuse constitue un acquis fragile mais réel. À la suite de la crise, une feuille de route méthodique s'est progressivement imposée, articulée autour de plusieurs actions complémentaires. La première concerne la poursuite de l'audit financier. Les services spécialisés élargissent leurs investigations aux proches des suspects déjà identifiés en croisant transactions, communications et déplacements. L'objectif n'est pas la démonstration publique, mais l'établissement de faits vérifiables, étape par étape. La deuxième mesure porte sur le cadre judiciaire. Un comité indépendant, associant magistrats et experts, est chargé de superviser les dossiers les plus sensibles. Sa mission consiste à garantir que chaque aveu soit corroboré par des preuves matérielles, afin d'éviter toute dérive ou instrumentalisation politique. Cette exigence de rigueur devient un test de crédibilité pour l'ensemble du processus. Le troisième axe est diplomatique. Les autorités sollicitent la coopération des pays voisins afin de traiter les complicités transfrontalières, notamment sur les circuits financiers et téléphoniques. Cette dimension régionale vise à réduire les zones grises qui ont permis au complot de s'organiser à distance. Elle conditionne aussi la portée dissuasive des mesures prises. Enfin, un volet communicationnel est intégré. Des points d'information réguliers, des canaux de signalement et des indicateurs publics de suivi sont mis en place pour maintenir la confiance. Ibrahim Traoré insiste sur cette transparence mesurée, considérée comme un outil de stabilisation plutôt que de mise en scène. La feuille de route ne promet pas une sécurité absolue, mais une méthode. Agir vite, vérifier chaque donnée et inscrire la vigilance dans la durée. Le récit revient alors à ces figures discrètes apparues au début. Le sous-officier, le capitaine, les veilleurs sans nom qui ont choisi d'alerter plutôt que de se taire. Ce sont eux qui donnent un sens concret à cette nuit, bien au-delà des chiffres et des scénarios. La fidélité évoquée n'est ni abstraite ni héroïque. Elle est faite de gestes simples, répétés, souvent invisibles. Dans cette trame, Ibrahim Traoré réapparaît comme un motif central, non pas glorifié, mais relié à une expérience partagée. Les témoignages insistent sur des détails précis. Refuser des privilèges visibles, rester exposé aux mêmes risques, traverser les mêmes checkpoints. Ces éléments, anodins en apparence, ont forgé un lien de reconnaissance. Ce lien explique pourquoi, cette fois, l'argent n'a pas suffi. En écho au début, une idée revient clairement. Ce qui a tenu cette nuit-là n'était pas une forteresse imprenable, mais une confiance construite dans le temps. Une confiance fragile, réversible, mais réelle. La phrase qui s'impose résume l'essentiel. Une révolution ne survit pas par la peur, mais par l'adhésion silencieuse de ceux qui la protègent. C'est ce capital invisible, né dans l'urgence, qui continue désormais de peser sur l'avenir. Il ne garantit rien. Il rappelle seulement que face à la trahison, la fraternité peut encore faire obstacle. Au terme de cette séquence, le récit ne se referme pas sur une certitude, mais sur une responsabilité partagée. La nuit du 3 janvier a montré qu'un pays peut éviter la chute sans triomphe visible, simplement en tenant ensemble. Ce constat dépasse le cas d'un dirigeant ou d'un complot précis. Il interroge la manière dont une société transforme la peur en vigilance durable. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne désormais cette période de transition, entre fragilité persistante et espoir conditionnel. Mais le cœur de l'enjeu n'est pas un homme. Il réside dans la capacité collective à maintenir l'attention,
à questionner les informations, à soutenir les mécanismes de transparence sans aveuglement. Chaque relâchement crée un espace. Chaque exigence ferme une brèche. La question finale reste ouverte et s'adresse à chacun. Comment préserver cette vigilance lorsque l'urgence s'éloigne ? Comment éviter que l'exception ne retombe dans l'oubli ou que la confiance ne se transforme en routine passive ? La réponse ne se décrète pas, elle se construit jour après jour dans les choix ordinaires. Et c'est peut-être là que se jouera réellement la suite de cette révolution encore inachevée.